retrouver sur ce plateau pour interroger un invité. Aujourd'hui, c'est l'honorable Lutundula Apala qui est avec nous. Monsieur Lutundula, bonsoir et bonjour. Bonsoir, Kibambi, ça fait longtemps. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve en face de vous. Ben oui, merci beaucoup. Il paraît que, là c'est pour vous mettre un peu à l'aise, parce qu'il paraît qu'on nous appelle la cour des grands, il paraît que les Batetela sont très solidaires entre eux, c'est extraordinaire. Bon, les Batetela sont des unitaristes de manière globale, et donc les Batetela considèrent que si Dieu a voulu qu'ils soient au centre, il leur avait donné une mission, c'est de rassembler, et donc nous devons être solidaires avec tous les Congolais. C'est très clair. La première question, c'est généralement notre ami Oscar Mbalkaïj qui la pose, parce que nous sommes dans ces lieux. C'est lui le directeur de l'information de la télévision nationale. Ensuite, je donnerai la parole à mon ami William Kalengai, qui est patron de Géopolis. Mbalkaïj. Merci, honorable Lutundula. Bienvenue sur ce plateau. J'ai une petite question à vous poser par rapport justement à l'actualité. L'actualité au pays, c'est les séjours à Goma de Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie et ancien président de la République. Vous êtes sénateur. Le Sénat a levé les immunités, de Joseph Kabila dernièrement. Et au lendemain, Joseph Kabila a prononcé un discours. 24 heures après, il se retrouve à Goma. Aussitôt arrivé à Goma, il a visité les centres de formation des militaires de Rumangabo. Il a commencé des consultations. Une opinion estime que les séjours de Kabila à Goma, c'est pour laver Kagame. Votre réaction? Bon, peut-être que on va voir comment on va procéder. On aura un mot à dire sur l'ensemble du discours. Mais ce que je peux dire à ce stade, par rapport à votre question, je ne sais pas qui a conseillé ça, mais à sa place, je ne l'aurais pas fait. Parce que, d'abord, il ne faut pas oublier que le président d'État a un devoir, une obligation de réserve. Ensuite, je l'ai suivi. J'ai suivi le président, je l'appelle toujours président. C'est un peu comme l'enseignant, on appelle toujours maître. Oui. L'ancien président, quand j'ai suivi son intervention, j'ai retenu un peu ce qui suit, brièvement. Il a fait une communication. Le réquisitoire contre le régime actuel. Et de ce réquisitoire, il conclut que voilà, militaire, il a prêté serment pour servir le pays. J'essaie de traduire, je ne fais pas de mot à mot, jusqu'au sacrifice suprême. En fait, qu'il y reprend. Il reprend du service. Du service en disant, maintenant, il va se battre, pour ne pas dire, il va combattre contre la dictature. Et il termine en lançant un appel aux hommes en uniforme, aux militaires, à la population, pour en fait se soulever contre ce qu'il appelle le régime des dictatures. Ok? Grosso modo, c'est cela. Si vous autorisez, je prends un peu, pour qu'on se comprenne, l'aspect réquisitoire. C'est pas lui seul qui l'a fait. Mais lui, je crois qu'il faut un peu plus de modestie. Parce que le président Kabila a régné pendant 18 ans, à moins que je me trompe. Et à l'issue de ce règne-là, ça correspond à peu près, si c'était aux États-Unis, à 4 mandats. Oui, 4 mandats. Chez nous ici, c'est 3 mandats et demi. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé 7 héritages toxiques, comme je les appelle. 7 héritages toxiques, si vous autorisez. Premier héritage, l'armée.
une armée composée d'hommes et de femmes courageux, patriotes, mais une armée démoralisée. Une armée désarticulée, une armée démotivée et une armée désarmée. Combien ont-ils été formés, les militaires? Qu'est-ce que Tshisekedi a trouvé comme matériel de guerre? Armes, munitions et tout. Et surtout, parfois, je me pose la question, comment s'est-il fait que le président Kabila règne dans ce pays pendant 18 ans et il a laissé l'armée être neutralisée par un embargo décrété par le Conseil de sécurité. J'ai eu à expliquer ça, un embargo qui portait non seulement sur l'approvisionnement en armes, mais sur la formation. La formation. Et pendant ces temps, ceux qui ont décidé l'embargo laissaient M. Kagame acheter les armes qu'il veut. Partout, il y a eu même des chefs d'État. Rappelez-vous, je ne vais pas citer le chef d'État d'un pays. Il était, je crois, l'année passée, il y a 2 ans, au grand maximum, à Kigali, et il a dit que voilà, son pays lui-même, ils vont donner des armes, ils vont doter l'armée rwandaise de dernières technologies, des technologies de pointe en matière militaire. Ce pays-là distribuait les armes aux groupes armés qui combattaient contre notre pays, ils continuaient à combattre sans contrôle. Et il a envahi notre pays sans condamnation et encore moins de sanctions. Et tout ça, le régime précédent s'est tu. Il a laissé les choses aller de cette manière-là. C'est pour ça que je dis une armée démotivée, désarmée. Voilà un héritage très préjudiciable qu'il fallait et qu'il faut gérer. Bon, je vous épargne, vous connaissez, parce que oui, parce que la question consistait à vous demander en bref. J'en viens, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Un deuxième héritage toxique, les groupes armés, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Est-ce que les groupes armés sont nés sous le règne de Tshisekedi? Ils sont là depuis longtemps, depuis lui. Et s'ils continuent, parce qu'on est dans l'actualité, avec l'M23, c'est parce qu'on n'a pas solutionné la question de groupes armés. C'est très clair. Si vous êtes malade et que la maladie est récurrente, ça signifie que soit on a mal diagnostiqué, soit qu'on n'a pas soigné comme il faut. Mais il paraît que les groupes armés, c'est pas pour vous interrompre, ont été multipliés pendant le régime actuel. Hein. Il y en avait quelques-uns, même maintenant nous en sommes au niveau de 100. Ah, je ne crois pas. J'ai eu quand même l'avantage d'être tout le temps au Parlement. Non, je ne crois pas. Presque tous les groupes armés actuels existaient à l'époque. Un autre héritage, et c'est très important, les réfugiés congolais au Rwanda. Très important parce que vous savez qu'entre autres raisons que le président Kagame utilise pour justifier sa présence, c'est le fait que d'après lui, il y a au moins 100 000, disons-le moi, je n'ai pas la langue de bois, Tutsis congolais qu'on a refoulés et qui se trouvent là-bas. Mais comment se fait-il que pendant 18 ans, l'ancien président, Joseph Kabila, n'a pas pu résoudre ce problème-là? Parce qu'il sert d'alibi. Ça, c'est un problème. Un autre héritage, l'isolement diplomatique. Je n'ai pas de démonstration particulière à faire. Totalement isolé, même avec les institutions financières. Et on est allé vite, avec le président Tshisekedi. On est revenu sur la scène internationale. Moi, quand j'arrive, par exemple, à l'Union africaine, tenez bien, l'organe central en matière de paix et sécurité, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, nous n'étions pas membres. Et ça tenait à un petit rien. Aller déposer les instruments de ratification. Un petit rien là. Prendre son avion, les déposer, on les a déposés, on est membre, et on a même présidé le Conseil de paix et sécurité il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous avançons, nous avons été admis au Conseil aux droits de l'homme des Nations Unies. L'affaire de New York
Conseil de sécurité membre non permanent, ça va aller vite. Parce que les étapes essentielles au niveau de l'Union africaine avaient déjà été déblayées. Et merci au président Ndayishimiye qui a facilité la tâche. Donc vous voyez, et on peut continuer sur l'isolement diplomatique. Laissez-moi aborder aussi un héritage toxique, la décentralisation. La décentralisation a été sabotée, dévoyée par l'éclatement précipité de provinces. Rappelez-vous, à l'époque, moi j'avais interpellé l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous étions déjà dans G7. J'avais interpellé, carte sur table, vous passez de 11 provinces à 26 et multiplier les institutions, les personnes. Il dit, mais comment on allait affronter ces problèmes? Conséquence aujourd'hui, vous avez 26 provinces, les provinces les plus pauvres, le Sankuru, la Lomami, je crois Chouapa, je crois aussi Mongala, il y en a à peu près 6 ou 7. C'est la déstabilisation. On ne travaille pas. Les gouverneurs, on les bouge à tout moment. Les éléments toxiques peuvent peut-être constituer... Vous pouvez y répondre au départ des questions qui vont vous être posées. Je vais aller dans la question, tout droit. Tout droit. Je vais aller dans la question. Et puis, il y a eu la démocratie. Parce que si vous faites un discours, non, je ne fais pas un exposé académique. Et il y a tous les scandales financiers, on va y revenir. Ce que je voulais vous dire, pour arriver à cette question, c'est qu'en fait, tout ce qui a été fait a concouru à affaiblir l'État congolais. À faire en sorte à ce que notre pays soit à la merci de vos tours. Parce qu'un pays sans État, un pays affaibli, et cet État-là est resté à la merci de tous les appétits. Alors maintenant, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de solution aux fondamentaux, Kagame vient avec son armée, il entre dans notre pays. Ça ne se discute pas, parce que les évidences sont là. Le président n'a jamais parlé de ça. Le président Kabila, je veux dire, jusqu'à son dernier discours. Et puis, paf, le président est à Goma, via le Rwanda. Et il vous dit, j'ai eu de contacts, j'ai consulté les chefs d'État, certains chefs d'État en fonction, et ancien chef d'État. Bon, maintenant, il arrive là-bas. C'est pour quoi faire? En fait, ne faisons pas l'hypocrisie. Notre thèse à nous, c'est de dire, c'est l'agression qui prime. Le problème ne manque pas entre nous. Mais le fait que le président Kagame soit là, avec son armée, tuant nos compatriotes, pillant nos richesses, c'est un cancer qu'il faut extirper du corps de la République le plus rapidement possible. Mais il va là-bas et il commence à rassembler les gens autour de lui. En fait, vous avez trouvé les mots. C'est pour légitimer la rébellion, pour légitimer la présence de l'armée rwandaise au Congo, c'est pour donner un visage congolais à la crise. Et du coup, on est dans la présentation du président Kagame. C'est-à-dire qu'il est entré en tout cas de les déculpabiliser, de les blanchir pour que, par rapport aux initiatives internationales, la vision change. C'est ça. Et enfin, ce qu'il fait, je n'aurais pas souhaité qu'il fasse ça. À sa place, j'aurais pu lui dire, la première chose à faire, c'est de rencontrer le président Tshisekedi. Il a reçu le président, l'ancien président du Nigeria, là, Obasanjo. Moi, je pensais que Joseph Kabila allait lui dire, d'accord, mais je vais rencontrer d'abord le président Tshisekedi pour qu'il se parle. Mais il passe là-bas. Il est maintenant chef de la rébellion. Tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il fait, ce qu'il est tenté de faire, c'est de montrer à la population du Nord Kivu que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comprenez, tout ça. Et bon, maintenant, le problème, c'est Tshisekedi. On ne combat pas pour un pouvoir. Ne nous tombons pas de cible
ni des combats, chers compatriotes. Nous n'avons pas livré une guerre pour être indépendants. Je ne sais pas si je mens. Nous avons négocié l'indépendance. Maintenant, là, c'est la guerre pour consolider notre indépendance, pour faire en sorte que la République démocratique du Congo, cet espace de 2 245 000 km², soit un État indépendant, souverain, dont l'intégrité territoriale est respectée par tout le monde. Sans cela, nous aurons vendu notre identité et notre pays. Voilà. Merci. Voilà. Merci, honorable Tundoula. Nous restons toujours sur cet aspect de Joseph Kabila à Goma, mais les Sénats entrent en jeu peut-être pour compliquer les choses, parce que si nous sommes dans une logique de rapprochement des points de vue et des sorties de crise, les Sénats lèvent les immunités et créent un problème théorique chez les juristes et chez les penseurs. Est-ce que les Sénats avaient le pouvoir de lever les immunités d'un ancien président consacré dans une loi sur les statuts du chef d'État? En réalité, on pense même que c'est M. Lutundoula qui était au cœur de la manœuvre. Alors, pour l'histoire, on devrait quand même savoir si, quelle procédure juridique, comment le Sénat s'est donné le pouvoir d'élever ses immunités. Bon, je crois qu'il faut d'abord corriger. Ce n'est pas une affaire de M. Lutundoula. Je suis sénateur. Il était président. Je suis sénateur. La commission, c'était vous. S'il vous plaît. Oui. Je suis sénateur. Je suis ce que je suis. On a formé une commission spéciale. Mon regroupement politiquement désigné. J'avais le choix de ne pas être sénateur ou continuer à être sénateur avec ce que je suis. J'arrive en commission. Les collègues estiment que ma modeste personne peut présider la commission. Je ne peux pas démissionner devant mes responsables. Je ne le ferai pas. Et nous avons travaillé calmement. Maintenant, votre question. Il y a un côté pédagogique très fort. La première chose, il faut démystifier la question des humilités. Il faut dédramatiser. Moi, je n'ai jamais compris ce qui se passe chez nous. Ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays, le ministre, le député, le sénateur concerné, il va lui-même chez le magistrat. Donc, il faut dédramatiser et démystifier cette affaire d'immunité. Tu m'as posé des questions techniques. Voilà. Première chose, les immunités ne sont pas créées dans l'intérêt du député ou du sénateur. Les immunités ont été instituées dans l'intérêt du mandat que vous exercez et de l'institution. Je vais dire ceci. Parce que vous êtes député, vous êtes sénateur, vous avez par exemple le pouvoir de contrôle parlementaire. Il ne faut pas que, en initiant une commission d'enquête ou en posant une question orale avec débat à un gestionnaire public ou lors du débat, vous disiez un mot, voilà, on a détourné tout ça, qu'on vous poursuive, qu'on vous accuse, par exemple, de diffamation et tout. C'est cela. Et il ne faut pas non plus que, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez posé un acte, dit bon, celui-là, il faut quand même aller le faire dormir quelque part dans un amigo ou en détention préventive pour que lors de débat tel, il ne soit pas là-bas. C'est pourquoi les immunités existent. Et quand vous lisez l'article 107, je parle des immunités parlementaires. 107, c'est très clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Je ne vous ai pas dans la lecture, j'ai la Constitution. Vous avez la notion d'irresponsabilité pénale, la notion d'inviolabilité. Dans l'exercice de votre mandat, irresponsabilité, ce que vous faites pénalement, on ne peut pas vous poursuivre. Dans l'exercice de votre fonction, ce que vous faites, on ne peut pas vous ramasser comme un quidam dans la rue. Vous comprenez? Et l'article 107, alinéa 1er, est très clair. Irresponsabilité, inviolabilité. Et l'alinéa qui suit, si il appert qu'un parlementaire est impliqué dans une affaire infractionnelle ou soupçonnée, pour qu'on puisse l'appeler pour l'entendre, pour qu'on le défère devant la juridiction compétente, il faut passer par le Sénat ou l'Assemblée nationale, c'est là qu'on est sénateur ou député. Ça, c'est la loi de la République. Très bien. La loi des lois.
la Constitution. Alors, maintenant, le cas présent. La Constitution dit à l'article 104, je crois alinéa 4 ou 5 ou 7, que les anciens présidents sont de droit sénateur à vie. Vous lisez notre règlement intérieur, ne vous en faites pas, ils ont quelques obligations. Sauf que... Sénateur à vie, immunité à vie. Non, non, je vais vous expliquer la notion d'immunité. Il faut faire... L'immunité ne fait pas de nous des Congolais au-dessus des lois de la République ou en dehors des lois de la République. Il faut qu'on se comprenne. Tout à fait. Et nous tous, députés et sénateurs, il faut qu'on le sache. Qu'on ne pense pas, je suis député, je peux faire n'importe quoi. Non, 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 c'est pas ça. Alors revenons à cette partie pour qu'on se comprenne bien. Ça veut dire ceci. Et je sais parce que je suis co-rédacteur de la Constitution en tant que député à l'époque. Parce que les gens oublient souvent que la version qui a été soumise au référendum est venue de l'Assemblée nationale. J'ai même fait partie de petit comité de rédaction qui a donné la dernière version présidée par Toussaint et Combé. Le problème était le suivant. Bon, hein, un ancien chef d'État, on ne le laisse pas comme ça circuler dans les rues ou quoi. On a dit non. On lui donne le statut de sénateur à vie. Et comme sénateur, il a droit aux indemnités parlementaires. Pour le président Kabila, c'est toujours touché. Il est payé comme sénateur. Ce que son épouse a récusé. Enfin, non, ce sont des questions. Il faut un peu. Non, c'est faux. On peut vérifier à la question. Hein, la question. Et il est dit dans le règlement intérieur qu'il est dispensé, par exemple, de l'obligation d'être en plénière. Mais il est membre de toutes les commissions. C'est-à-dire, il peut venir à n'importe quel moment aller à une commission. Et il est dit dans le règlement, je l'ai ici, qu'il doit sauvegarder l'honneur, la dignité de l'institution et respecter les lois de la République. Voilà. Donc, je vous dis par là que les anciens présidents ont un statut. Mais ce statut est prévu dans la Constitution. D'accord. Vous comprenez? Alors, maintenant, parce que vous avez posé la question maintenant de la compétence du Sénat. L'avocat général, l'auditeur général, oui, procureur général du côté de la justice militaire, qui nous a saisis, c'est bien dit, il nous a saisis par rapport à la qualité de sénateur à vie de Joseph Kabila. C'est pour ça qu'on parle des immunités parlementaires. OK? Or, dans la Constitution, la seule institution qui est compétente pour lever l'immunité d'un sénateur, c'est le Sénat. Alors, maintenant, on arrive à la question du concret. Mettez-vous bien en place. La loi de 2018, moi je suis très à l'aise, parce que je rappelle à l'opinion, qu'en ce moment-là, nous on était déjà dans G7, on avait déjà, je crois, les RASOP. Et nous avons refusé de siéger pour cette loi-là. Permettez-moi, ça vous prend du temps, mais il faut que c'est une question qui demande la pédagogie. Ouais. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Votre confrère Mutinga initie une loi, parce qu'à l'époque, on se disait, il faut rassurer le président Kabila qu'on ne lui fera pas la chasse aux sorcières, on ne va pas les sanctionner et tout, et tout, et tout. Mutinga propose la loi au Sénat. Mais le camp du président Kabila considérait que voter une telle loi, c'est mettre dans la tête des Congolais que le président Kabila s'en va. Alors qu'eux pensaient qu'il y avait moyen d'obtenir qu'ils ne partent pas. Et puis la loi, allez, dans les tiroirs. OK. 2018, c'est à la veille des élections. Alors, on s'aperçoit que ça ne sera plus possible. Il faut vite rattraper les choses. Merci. Dans ce moment-là, nous, on était à l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là que la loi est sortie, a été exhumée des tiroirs plutôt, des poussières du Sénat. Et Mouting a dit, je ne viens plus défendre ma proposition parce qu'il y a 2-3 ans, vous n'avez pas voulu que je défende ça. C'est pour ça qu'on l'a examiné là-bas à l'Assemblée et nous autres, on a dit non, nous n'acceptons pas ça parce que le sénateur a un statut constitutionnel. Et dans la Constitution, je mets quiconque au défi de me donner un article qui parle
d'anciens chefs d'État en dehors de l'article 104. Un article il est prévu qui, la loi, donne aux chefs d'État un statut. Ça n'existe pas. Et on a fait cette loi. Bon, laissons d'autres commentaires, allons à l'essentiel. On dit maintenant, c'est le Congrès. OK? Première chose, l'article 119 de la Constitution détermine limitativement, les juristes m'entendent, le cas dans lequel le Congrès siège. Lisez la Constitution, vous avez la révision de la Constitution, l'autorisation d'état de siège et d'état d'urgence, déclaration de guerre, qu'encore là, oh là là, on peut retrouver dans la Constitution. Il y a 4 cas qui sont prévus et oui, l'avis ou l'homologation ou la désignation des magistrats, parce qu'il y a des magistrats de la Cour constitutionnelle qui sont nommés par les deux chambres. Là, il faut aller au Congrès et il y a un 4e cas, je vais me rappeler. Je dis bien, ce n'est pas une énumération indicative. En droit, énumération indicative, on dira notamment, ou bien entre autres, ou bien on dit sans préjudice d'autres attributions qui lui seront dévolues, et ainsi de suite. Lisez la Constitution. Donc, quand il y a une énumération limitative, on n'ajoute pas. Et une loi ordinaire, encore que j'insiste, la Constitution n'a pas prévu un statut particulier, ne peut pas ajouter à l'article 119 une compétence au Congrès. Si les collègues qui ont à l'époque, qui ont à adopter la loi, ils en ont fait une loi constitutionnelle, ça serait un autre problème. D'accord. Vous voyez? Et enfin, non seulement dans la Constitution, on n'a pas organisé ça, tenez-vous bien, quand ils adoptent la loi, il n'y a pas de crime parfait, ils oublient d'adapter ou de modifier le règlement intérieur du Congrès. Si vous lisez le règlement intérieur même d'aujourd'hui, c'est quoi l'article 3? Les cas sont cités. Alors, la loi, elle est laquelle? C'est simple comme bonjour, théorie de l'acte contraire, parallélisme des formes, tout ce que vous voulez. Nous avons agi en fonction de la compétence qui nous est donnée par l'article 107 de la Constitution et conformément à l'article 224 de notre règlement intérieur. C'est clair comme de l'eau que dans un verre clair. Et, permettez, pour terminer, ne pensons pas que nous avons condamné Joseph Kabila. Ne nous mettons pas en tête que nous avons dit qu'il est coupable. Non. Notre démarche se retrouve à l'article, je crois, 150, 149, 150, 151 de la Constitution, la séparation de pouvoir. Nous ne pouvons pas intervenir. Maintenant, c'est juste une précision. Vous allez la donner. Mais il y a une contradiction avec ce que vous veniez de dire. Oui. Si vous étiez Kabila, après avoir rencontré M. Obasanjo, oui, vous alliez demander de rencontrer le président Tshisekedi. Oui, mais après qu'on ait levé les immunités, vous pensez que cette demande aurait pu aller dans ce sens? Oui, mon cher ami Kibambi, c'est pas pour rien que j'ai commencé en vous disant il faut démystifier les immunités et il faut dédramatiser. Vous comprenez? C'est peut-être parce que je suis juriste et que j'ai fait la magistrature que je vous donne l'impression de banaliser. Non, vous allez voir, vous êtes les hommes des médias, vous êtes des historiens, par même vos fonctions, dans beaucoup de pays. Quand il y a un cas comme ça, les ministres ou quoi, ils disent, bon, regardez vos invités. Moi-même, je vais me présenter. Et puis, là, vous parlez politique. Est-ce que vous pensez que si Joseph Kabila, même maintenant, là, il dit, je vais rencontrer le président Tshisekedi à Kinshasa, vous pensez que le président Tshisekedi va refuser? Ah mais vous n'êtes pas le président Tshisekedi. Non, mais, attendez un peu. Juste une petite précision pour clôturer ce dossier, si vous apprenez. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Si je vous comprends bien, c'est que il n'existe pas deux statuts différents, statut de sénateur à vie et statut d'ancien président de la République. Il n'y a qu'un seul statut, c'est lequel? Je soutiens que l'État d'ancien président de la République
a son répondant en termes de statut, comme sénateur au sens juridique, donné par les constituants, c'est qu'il est sénateur à vie. Ok, je voulais cette précision. C'est clair comme de l'eau. Alors, vous avez posé une question politique qui nous paraît intéressante. Non. D'abord, les immunités ont été levées bien après le passage d'Obasanjo. Peut-être que je ne dis pas que s'il avait commis l'infraction, parce qu'il est présumé. Le principe, vous connaissez, présomption d'innocence. Mais je ne dis pas que s'il était venu, ça allait l'exonérer éventuellement d'une présomption de responsabilité pénale. Mais quand le président Kabila vous dit « je suis maintenant à Goma », on ne peut pas défier les institutions de la République. On ne peut pas dire qu'il y a une constitution et défier la constitution et les institutions constitutionnelles. Il faut qu'on se comprenne bien. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Oui, vous dites que je suis avec la rébellion. J'y suis. Et je commence à consulter. Parce que, dites-vous bien, parlons des choses. Moi, je n'aime pas la langue de bois. Aujourd'hui, Bissimois, Bertrand Bissimois, Corneille Nangaa, il s'efface devant le président Kabila. C'est normal, parce que celui... Et d'ailleurs, le président Kabila donne raison au chef de l'État, qui nous a toujours dit que c'est lui qui est à la base de ça. Il n'a même pas tenu compte de tout ça. Donc moi, je pense que il faut toujours avoir la capacité de se regarder dans le miroir de l'histoire et savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont ses ambitions, et connaître ses défauts et ses qualités. Voilà, c'est ça. Vous êtes de l'Union sacrée. Oui. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait, vous avez prévu la suite? Parce que notre président actuel sera président, ancien président et sénateur honoraire. Est-ce que vous y avez pensé? Je vais vous donner une réponse. Donc, vous parlez de l'avenir du président Tshisekedi par rapport à la question des immunités. Vous savez, un jour, que le président me pardonne, parce que ce n'est pas un secret professionnel, il y a quelqu'un dont on avait confisqué le passeport diplomatique. Moi, j'appelle le président. La journée, j'ai l'esprit, il dit, mais VPN, mais les gens oublient que nous serons aussi un jour dans cette situation. Même vous, même tout le monde, qu'on donne le passeport. Si on ne donne pas, appelez-moi encore, je vais donner l'instruction. On doit donner le passeport. Oui, voilà l'homme à qui j'ai affaire. Et à qui nous avons affaire. Très bien. Je ne demande pas, le président me suivra. S'il veut, il peut confirmer ça. Et c'était une fois, c'était la première fois. Il n'y a pas encore une deuxième fois, c'était pour 2 personnes. Vous allez me dire, mais pourquoi vous faisiez ça? Non, quand on travaille, s'il y a de certaines questions délicates, on prend les précautions. Il m'a dit, je vous ai dit, un jour nous serons dans la même situation. Il faut que les gens le sachent. Et donc le président n'a pas envie, et nous à l'Union sacrée, nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, chercher à avoir des hommes hors la loi. Et le président vous a dit, Kimami Chitwa, ne faites pas de moi un dictateur. Voilà. J'ai menti. Non. Tshisekedi vous a dit ça plusieurs fois. Lutondoula, vous êtes sénateur, vous avez beaucoup travaillé pour ce pays, vous-même vous l'avez dit, vous avez contribué énormément dans la rédaction de la Constitution, la nouvelle Constitution qui nous régit aujourd'hui. Mais la question que je veux vous poser, c'est par rapport aux différentes initiatives de paix. Je vous en prie. Les initiatives de paix, il y a les princes de l'Église, avec le pacte pour le vivre ensemble. Nous avons Doha, où se trouve la délégation du gouvernement, ainsi que celle du M23 FC. Nous avons de l'autre côté, nous avons les États-Unis d'Amérique, avec cette déclaration de principe qui a été signée par les 2 parties, je vais dire les 2 ministres des Affaires étrangères. Il y a une dernière sortie médiatique du président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Lui, il dit que aux problèmes africains, des solutions africaines. Mais dans l'entretemps, les États-Unis, avec tout son poids, les États-Unis qui pèsent d'ailleurs, qui ont su ramener autour d'une même table 2 ministres, le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Alors la question, par rapport à toutes ces initiatives de paix, d'après vous, laquelle va prendre les dessus sur l'autre? L'initiative qui prendra les dessus sur les autres, c'est celle
qu'il y aura l'agrément sincère de toutes les parties qui vont s'engager à l'exécuter. Ça, c'est une formule qui ne dit absolument rien. Ça veut dire ceci, et nous avions toujours insisté sur ça, il faut identifier le problème. Et, comment vous dites, prendre le taureau par les cornes. Vous n'allez pas guérir une maladie avec des aspirines, de Noval. Je ne suis pas médecin, mais je sais comment j'ai prescrit ça une fois. C'est pour ça qu'il y a le laboratoire. Mais ici, nous sommes dans une situation où la raison n'a pas forcément raison. Et c'est ça la politique. C'est le côté détestable de la politique. Il y a cette idée de rapport de force. Nous sommes dans un conflit où l'interne se mélange à l'externe, ou à tout le moins, l'externe veut prendre pied sous l'interne. Nous sommes dans un conflit armé où un pays, le Rwanda, agresse le nôtre. Nous sommes dans un conflit avec des interférences extérieures multiples, et vous savez qu'un conflit, quel qu'il soit, même entre individus, plus il y a des intervenants, plus ça devient complexe et compliqué. Ça, c'est naturel. Moi, je crois, solution africaine, problèmes africains. Mais oui, mais on ne peut pas demander mieux que ça. La RDC est parmi les pays fondateurs de l'OUA, devenue Union africaine. Nous ne pouvons que faire confiance en notre institution. Mais attendez là. Aujourd'hui, ça donne l'impression que aux problèmes africains, solutions africaines, ça veut dire aux Africains les plus forts, même à un moment donné, de tuer les autres Africains, et on attendra quand ils vont se fatiguer. Un peu comme ce que disait Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, lorsque nous avions l'affaire d'Afdel et tout et tout. Nous ne pouvons pas, nous, Congolais, faire confiance à l'institution mère, à la communauté mère de l'Afrique et aux institutions régionales quand on nous amène dans des histoires, tenez-vous bien, avec 6 médiateurs. Très bien. 6 médiateurs. Pendant donc, il faut préférer... J'en viens, je vais être clair. Pendant ces temps, on tue, nos compatriotes meurent. Pendant ces temps, nos richesses sont pillées. Pendant ces temps, nos institutions sont confrontées à des problèmes sérieux de gestion. Ça, à la limite, ça devient de l'irresponsabilité. Je dis que les Africains doivent assumer la souveraineté de l'Afrique, c'est-à-dire doivent développer des capacités de règlement de conflits. Dites-moi, nous sommes tous des Africains, des Congolais. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Connaissez-vous un conflit d'une telle ampleur qui a été dénoué, résolu par les institutions africaines? Le Soudan, c'est à quelques heures de vol du siège de l'Union africaine. Oui, les Africains, nous avons le même attachement, mais nous avons une population. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que ceux qui croient que nous devons trouver la solution, c'est-à-dire mettre fin à l'agression, nous-mêmes, parce que ça viole toutes les lois internationales. Que vous preniez Charte des Nations Unies, Acte constitutif de l'Union africaine, tout ce qu'on a comme loi, droit international. Ça viole ça. Alors, nos atouts. Un jour, j'étais à New York, votre confrère Thierry Kamboudi avec le Sankelou, ils m'ont dit, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans la situation actuelle, comment allez-vous dénuer les chevaux ici? Je leur ai dit, nos atouts. Premier atout, la mobilisation interne, le patriotisme. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai dit aux Congolais, nous sommes maintenant dans la guerre d'indépendance. Ce n'est pas un problème de sauver Tshisekedi ou quoi. La question est simple. Acceptons-nous la domination? L'esclavage, non, je vais trop fort. La domination de l'extérieur. Acceptons-nous qu'on nous impose des dirigeants. Voilà. Ou bien nous disons, non, on va se battre comme tout le peuple du monde.
Vous voyez ça? Donc, à l'heure actuelle, nous... On privilégie quoi? Oui. Donc, nous avons la population. Le deuxième atout, nos ressources naturelles, pourvu qu'on sache bien les négocier. Nous en sommes là. Ça fait des ans que je leur disais ça. Donc, aujourd'hui, si les États-Unis, n'importe quel pays, dit négocions, vous avez des ressources naturelles dont j'ai besoin, vous avez besoin d'armes, formation de l'armée, des infrastructures de ceci, pourquoi refusions-nous alors que nous sommes avec les États-Unis dans le corridor sud? C'est pas ça. Nous sommes là. Pourquoi refusions-nous alors que nous travaillons avec les Chinois? Et je peux continuer. On ne peut pas nous en vouloir. L'important, c'est notre capacité de négocier dans l'intérêt du pays, parce que déjà par rapport aux États-Unis, il y a le cas de l'Ukraine. L'Ukraine a signé cet accord économique, mais bon, ça s'est fait attendre. On nous dit qu'il faut travailler dans une sorte de trinôme, où le sommet serait les USA, la base, le Rwanda et la RDC. Ok, nous n'allons pas déplacer les frontières. Mais le problème avec le Rwanda, c'est qu'on ne peut pas lier notre coopération avec les Américains à ce qu'on peut développer avec le Rwanda. Et sur ce point-là, j'ai beaucoup apprécié le recadrage de Madame la ministre d'État après la signature de la déclaration de principe. Grosso modo, Madame Karikomba a dit, et elle est restée dans la logique, dans les directives, dans l'option levée par le président depuis très longtemps, depuis que même quand j'étais là, c'était ça. Nous acceptons, mais souveraineté, indépendance, intégrité territoriale. Nous acceptons, mais sur fond de la résolution 2773, qui est d'ailleurs l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, ignore superbement. Elle a dit, oui, nous avons des ressources naturelles, mais doivent être exploitées pour le développement du Congo. Et, évidemment, pour la sécurité, la paix en Afrique centrale. C'est ça. Donc, nous devons avoir des capacités de négociation avec les Américains, ou je ne sais pas. Alors, Museveni, vous permettez, j'ai suivi la synthèse qu'on a fait, parce que je n'ai pas suivi la déclaration, qu'on a fait RFI, je crois, hier ou avant-hier. Mais moi, je ne sais pas de quoi on parle. C'est un chef d'État, je m'arrête là, mais ce qu'il a dit, qui lui a dit que nous, on refuse de négocier? Ce qu'il a dit, j'espère qu'on va en parler avant la fin de l'émission. Je viens de vous répondre. Les Africains maîtrisent bien leur oui, mais ça fait combien d'années la crise ici? 30 ans. 30 ans. Est-ce que nous avons quitté l'Afrique? Est-ce que nous avons quitté la région? On ne doit pas nous tenir de propos lénifiants, nous faire miroiter des solutions alors qu'on fait tout pour qu'il n'y ait pas de solution. Je vous ai posé un problème. Une médiation, s'il vous plaît, de 6 personnalités africaines. Anciens, chefs d'État en fonction. Est-ce que, qu'est-ce qu'on dit en français? Trop de cuisiniers gâtent la sauce. C'est là que la question. Moi, je ne suis plus ministre des Affaires étrangères. Je suis libre de ce que je dis. C'est la question que nous posons. On sait bien. Le problème, Jean-Pierre, aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de solution. J'ai dit, ils vont prendre du temps. Rappelez-vous ce que le président Loresson a fait. On a trouvé des compromis. FDLR, dégagement de tout ça. C'est qu'il y a une partie qui ne veut pas exécuter ces engagements. On n'aborde pas cette question en Afrique. Lisez tout ce qu'il y a comme résolution en Afrique. Vous ne trouvez pas une résolution aussi de le Rwanda? Monsieur le ministre, je vais vous poser une question. Nous avons suffisamment d'intellectuels dans ce pays. Moi, je crois que ce sont nos politiciens qui sont opportunistes et qui ne veulent pas, qui ne voient que leur ventre. Nous sommes suffisamment intelligents en République démocratique du Congo pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Nous sommes suffisamment intelligents, des gens comme vous, pour essayer de nous regarder en face, non?
Oui. Il y avait Sun City avant, il y avait... Pourquoi seulement à l'extérieur, bon Dieu? Parce que nos politiciens, ils vont dans tous les sens, ils vont là où Maïsa Kotiola... Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça, Jean-Pierre, c'est ça ma révolte. Mais sinon, parlant à votre confrère Loussa Kweno, j'ai exprimé cette révolte-là. Quel est ce pays qui, chaque 10 ans, parfois chaque 5 ans, va toujours en négociation? Je ne sais pas, nous sommes tous des Congolais, nous suivons ce qui se passe. Pourquoi? Quel est le problème? Et ici, là, parce qu'il faut avancer, ici, là, à mon avis, c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Nous devons nous mobiliser pour sauver l'existence de notre nation et l'existence de notre État. Les problèmes internes, il y a un cadre, même légal, le cadre légal et constitutionnel qui nous permet de nous retrouver pour résoudre. Vous avez l'article 69 qui donne des responsabilités au chef de l'État, l'article 69 de la Constitution. Vous avez la loi portant statut de l'opposition qui donne la possibilité d'une communication, j'allais dire patriotique, dans ce sens que pour parler des problèmes du pays et de nous rassembler entre le pouvoir et l'opposition. Vous voyez, déjà le cadre institutionnel nous permet, et je prie Dieu, j'ai pris Dieu pour que cela vienne vite. Et il faut que les gens se posent. Maintenant là, c'est très clair. Vous avez 2 camps. Les camps de ceux qui ont dit que eux, c'est le président Kagame qui leur apporte la solution. OK? Et là, on fait des campagnes pour dire, c'est pas un problème ça, il peut être là, il n'a rien fait. Et les camps de nous tous qui disons, oui, mais c'est entre nous. Alors maintenant, il ne suffit plus de parler. Et je pense que le président a un rôle moteur à jouer pour rassembler toutes les forces. Je n'aime plus le terme patriotique parce qu'on en a abusé beaucoup. Toutes les forces, j'allais dire nationalistes ici, on en a abusé beaucoup, ça devient galvaudé. Mais toutes les forces, toutes les personnes, ce n'est pas un problème d'opposition d'union sacrée, non. Pour que le président nous rassemble tous dans ce combat pour l'indépendance nationale. Mais il a appelé aux consultations nationales. Vous êtes sans doute dans les secrets des dieux. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Évidemment, parce qu'il faut sortir de la crise. Il faut sortir de la crise et apprendre aussi du passé, un peu. Apprendre du passé, les leçons du passé. Nous étions avec vous à Sun City. Oui. Aujourd'hui, en 2025, le pays se retrouve un tout petit peu comme en 2001, 2002. Tout à fait. Nous avions un pays qui était en partition, en fait, parce qu'on avait 3 administrations à l'époque, RCD, MLC, gouvernement de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons AFC, M23 et les Rwandais qui ont déjà installé sur un territoire aussi large, même plus de 5-6 fois large que les Rwandais. Il y a une administration qui fonctionne là-bas à Goma et à Bukavu. Pour résoudre cette question-là, l'histoire nous apprend qu'il y a eu un accord, l'accord de Lusaka, déjà. Cet accord réglait la question militaire, mais à cet accord étaient liés les dialogues entre Congolais. Alors c'est ce dialogue qui a permis que l'on réunifie la classe politique, qu'on la mette ensemble. La question du dialogue aujourd'hui est, semble-t-il, très mal gérée par l'Union sacrée, qui en fait une question de partage de pouvoir, alors que c'est une question de consolidation des convictions nationales. C'est pourquoi je vous pose la question, et vous l'avez déjà un peu suggéré tout à l'heure en parlant la parole, est-ce que le président Tshisekedi peut rencontrer dans le format du dialogue entre Congolais de Sun City l'ensemble des parties prenantes pour que le Congo ne disparaisse pas? Parce que si vous avez suivi un des opposants aujourd'hui, je crois que quelqu'un viendra sur cette question. C'est qui là? Martin Fayoulou dit effectivement il devait parler, oui. Il devait parler. Il a parlé aujourd'hui et je prends simplement une de ses phrases. Il s'adresse au chef de l'État. Il dit « Ne soyons pas la génération par laquelle le Congo disparaîtra dans son unité. » Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Comment nous faisons? Bon, d'abord, il ne faut pas nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Je sais qu'on a été habitué ici, depuis l'époque de la conférence nationale, à cette présentation-là. Ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'on demande le dialogue, disent non, non, non,
pas de partage de pouvoir, pas ceci, non. Nous, à l'Union sacrée, on n'a jamais parlé de ces histoires-là. Moi, j'ai dit, ce n'est pas le combat pour le pouvoir, mais c'est le combat pour l'existence de notre nation, de notre pays comme État indépendant, souverain et à l'intégrité territoriale respectée. Je tenais à préciser ça. Mais ça passe par les responsabilités, hein? Non. Ça passe par le partage de responsabilités. Je sais que c'est un peu dans notre culture. Non, mais c'est aussi je sais que c'est un peu dans notre culture, mais ça, ce sont des choses qui doivent évoluer. D'ailleurs, c'est chez vous que tel dit, moi je suis plus fort, il faut me donner ceci, il faut me donner un plus grand gâteau. Mon poids politique. Moi, je n'ai pas attendu. Ah oui. La question n'est pas politique, mais on finit toujours par gérer, évidemment, parce que là, il y a plusieurs choses. Vous savez pourquoi tout cela existe? Parce que nous n'avons jamais discuté de programme de gouvernement avant de former le gouvernement. Même quand nous partons aux élections, malheureusement aussi, l'électorat est comme ça. Vous allez avec un discours, dire nous allons faire ceci, la programmation, le programme du parti, on va vous dire, monsieur Lula, il raconte quoi? Il veut se faire entendre, vous comprenez? Mais moi, je crois qu'on doit évoluer. On doit évoluer au lieu de se limiter à de protection des intérêts. Je sais qu'en Afrique, on considère que l'exercice du pouvoir, c'est le stade suprême de la jouissance et de la vie. Mais il faut vivre d'une bonne vie. Le pays doit se développer. C'est ça. Vous m'avez dit ce que Martin a dit, qu'il est prêt à rencontrer le président. Coup de chapeau. C'est très bien. Parce que ma vision, elle est la suivante. Le président a un rôle constitutionnel. L'article 69. Et on a résumé ça, garant de la nation, et ainsi de suite. Là, on ne prendra pas du temps, le président doit assumer. Je crois que j'ai travaillé avec lui, je le connais un tout petit peu, je vois comment il est préoccupé. Le président ne tarit pas d'initiative, il ne peut pas refuser des initiatives. Deuxièmement, il faut démystifier certaines choses. Chez nous ici, vous êtes au pouvoir, Jean-Pierre Kibamichi, toi. Jamais. Hein? Non, un exemple. Je suis de l'opposition. Vous rencontrer pour parler des problèmes du pays signifie j'ai trahi mon combat. Et on considère que aller rencontrer le président, c'est je ne sais pas quoi là. Mais c'est la République. C'est pour ça que moi, tout le temps, quand je parle, c'est pas parce que je suis juriste. Non, nous avons fait un cadre constitutionnel. Et le président a toujours dit à Bandaka, ici, qu'il a besoin d'une opposition avec laquelle il peut parler du pays. C'est une obligation qui est prévue dans la loi portant statut de l'opposition, dans les deux sens. Donc aujourd'hui, moi je pense Mais aujourd'hui, c'est la majorité qui aurait dû faire en sorte que l'opposition ait son porte-parole. Attention, je connais ça. Il y a Délice Sanga, un ami que j'apprécie beaucoup, qui avait proposé la loi portant statut de l'opposition. Ok. Et nous tous on était à l'Assemblée, on a discuté. C'est d'abord un problème d'organisation interne. Et j'en parle très à l'aise parce que au moment où nous sommes avec Moïse Katumbi, ok, dans Ensemble pour le changement, je crois, nous avons, je crois, j'étais avec qui on a travaillé ça. En tout cas, nous avons travaillé un texte, le règlement intérieur de l'opposition, parce que c'est prévu par la loi. C'est sur base de ce règlement-là, parce que nous, on n'a pas adopté le système sénégalais ou le système d'autres pays où c'est facile. Les partis de l'opposition qui ont le plus de députés, ils sont le porte-parole. Au bout, le parti de l'opposition qui avait la candidature à la présidentielle, qui a eu la deuxième position, devient automatiquement porte-parole de l'opposition. Nous, on n'a pas fait ça. Alors, dans la loi, il est prévu qu'il faut un règlement intérieur. Nous avons travaillé, je crois que j'ai travaillé avec Deli à l'époque, nous avons travaillé cette loi-là. Mais arrivé au niveau des autres partis de l'opposition, bon, chacun y est allé de son petit commentaire. Vous comprenez? Donc il faut que quand même les choses soient précisées. D'accord. C'est pas au président de les désigner. Mais cela n'empêche pas... Non, j'ai pas dit au président. Non. Je comprends. Mais cela n'empêche pas que quelqu'un de l'opposition, c'est pour ça que je félicite Martin, quelqu'un de l'opposition qui estime que nous devons nous battre pour notre pays, de rencontrer le président. Ceux qui nous ont précédés en démocratie. Regardez le président Macron, gilet jaune.
question de gouvernement. Je prends ça parce que c'est des pays dont nous connaissons un peu plus facilement le fonctionnement des institutions parce qu'on parle la même langue. Mitterrand, pour le Koweït, on reçoit les gens de l'opposition. C'est pas que vous devez être ensemble. Non. Personnellement. Individuellement. Voilà. Une question d'Oscar Mbakaï. Oui, puisque vous parlez justement de Martin Fayoulou, le président de l'ECD, il est dans l'opposition dite républicaine. Il a fait son adresse à la nation aujourd'hui. Dans son adresse que j'ai suivi religieusement parce que c'était trop court, mais très poignant. Religieusement. Voilà. Vraiment. Martin Fayoulou a dit ceci. Il s'est d'abord adressé à Corneille Nangaa, ensuite à Joseph Kabila. Il a dit rien ne peut justifier sa présence là-bas à Goma, même si c'est pour des raisons stratégiques, pour reprendre les termes de Martin Fayoulou. Ça ne peut pas s'expliquer. Il a dit que le pays est tout près, des 1960 à aujourd'hui, le pays s'approche de plus en plus à la balkanisation. Alors, il demande au président Tshisekedi, il a le devoir de ne pas laisser notre génération, oui. Voilà les termes de Je suis Fayoulou, concerné par la génération. C'est désintégrer. Ouais. Il parle de la balkanisation. Donc le chef de l'État a un devoir. Ouais. Moi, je voudrais savoir si, parce que vous faites partie de l'Union sacrée pour la nation, je voudrais savoir si, au niveau de l'Union sacrée, vous êtes prêt, au nom de la paix, à faire des concessions. Parce que je sais qu'Avila s'estime qu'il est mis hors de la course. Attendez un peu là. À faire des concessions, parce qu'il y a des négociations. Attendez un peu là. Pour parler à Doha. Attendez un peu là. Je ne suis pas porte-parole de l'Union sacrée. J'exprimerai un point de vue très personnel. Mais il y a une question pertinente posée par Kalengai, le format. Non, moi je le dis, rentrer encore conférence nationale souveraine, Sun City, non, là ça ne va pas quand même. Ça ne va pas. Non, moi je pense que si j'ai une proposition à faire, le chef de l'État peut recevoir les leaders. J'insiste sur les leaders de l'opposition. Vous savez pourquoi? Parce que le président nous a déjà consultés. La consultation, conseil spécial. Le président nous a déjà consultés. Nous sommes de la famille du président de la République. Ce qui reste, c'est d'écouter l'opposition. Puis le recevoir, chacun va... Déjà, Martin a déjà donné sa vision. Et le président, il synthétise, il voit maintenant comment nous pouvons nous retrouver pour un dernier échange et valider les propositions des uns et des autres. C'est clair. Mais vous retrouvez avec des discours de politique générale pour faire des réquisitoires, des plaidoiries. Moi, je dis, bon, à la limite, ça devient théâtral. Vous comprenez? La société civile aussi. Oui. Je ne suis pas de l'opposition, mais la société civile fait partie des acteurs de la vie politique. Qu'on le veuille ou pas, peut-être pas dans toutes les sociétés, mais chez nous, ici, nous sommes dans une phase de combat pour le pays, pour la nation. La société civile a un mot à dire. Moi, je viens de la société civile comme Martin. Voilà. Mais vous êtes... bientôt terminé. Oui, bien sûr. Vous êtes tellement rendu compte que la crise dans laquelle nous sommes plongés a des ramifications internationales. Je vous en prie. Et que le pays est aujourd'hui confronté à une géopolitique mondiale assez forte. Et lui, il a parlé tout à l'heure de balkanisation. Est-ce que avons-nous réussi à entrer dans les salons des décideurs internationaux? Ceux qui avaient déjà, parce qu'on parle de balkanisation, ici, je voudrais faire un clin d'œil à notre ami Moulumba Freddy, qui en parle beaucoup. Mais si ça a été décidé à l'extérieur, par rapport aux intérêts, notre diplomatie, notre propre président, avec l'ensemble du gouvernement, sont-nous parvenus à désamorcer à l'international cette volonté de balkaniser ce pays? Sommes-nous parvenus à convaincre, à vaincre si possible et peut-être à ramener vers de bons sentiments? Parce que nous pouvons nous entendre très bien. On peut faire un dialogue, tout le monde est d'accord. Mais si le pays doit être balkanisé par la volonté internationale, eh bien, il le sera si on n'a pas fait quelque chose. Voilà, je vous pose la question à vous. Vous êtes un peu dans les secrets, de Dieu, par ailleurs. Me mettez dans le secret de Dieu, c'est trop. Par ailleurs, non, vous étiez des affaires étrangères, vous étiez partout. Vous avez fait
200 voyages. J'ai une petite expérience. Oui. Non, la question de l'union sacrée, non, oui. Nous avons un leader. Le président n'a jamais dit qu'il impose ce qu'il veut. Je vous ai rappelé ce qu'il a dit. Ne faites pas de moi un dictateur. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons le leadership du pays institutionnel. C'est nous qui sommes au pouvoir. Le premier devoir de rassemblement, c'est nous qui devons l'accomplir. C'est très clair. Donc nous n'avons pas envie de fuir nos responsabilités. Mais tout dépend de quoi on parle. C'est clair. Bon, ce que vous dites là, je vais vous répondre en deux temps. Premièrement, je dis oui. Le président a réussi des performances diplomatiques très remarquables. Je vous ai parlé du gouffre diplomatique dans l'héritage. L'héritage. Bon, aujourd'hui, Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, on me dira que du temps du président Kabila, on était là. C'est vrai, c'est pas faux. Mais bientôt, là, nous serons membres permanents du Conseil de sécurité. Et la preuve, lisez les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez les positions de nos partenaires extérieurs. Tout le monde est d'accord que le Rwanda est là avec son armée. Tout le monde est d'accord que le Rwanda doit dégager. Donc, c'est un résultat qu'on ne peut pas discuter. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Les relations internationales sont faites des intérêts. Et l'histoire de l'humanité nous apprend que les relations entre les peuples, j'ajouterais même entre les États, ont toujours été, depuis l'Antiquité, des relations de domination et de puissance. Absolument. Absolument, Jean-Pierre. Donc, le travail, notre travail à nous, il faut le faire. Il faut nous rendre puissants. Dernièrement, j'ai suivi le président Poutine. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a eu 2 sorties médiatiques. Mais que c'était beau. Disons, la Russie d'aujourd'hui, ce n'est pas la Russie d'hier, ce n'est pas ce que vous pensez. Et nous devons arriver. Vous voyez, je ne vais pas citer les pays autour de nous. Donc, nos priorités, l'armée, vous ne pouvez pas avoir un champ de maïs prospère comme le nôtre et ne fût-ce que maître de ce que je voyais au village. Les épouvantails. Les épouvantails. Hein? C'est pas... je me rappelle toujours de Papa Boboliko, quand nous étions au bureau du Haut Conseil parlementaire de transition, il disait toujours, le Congo, mais c'est un marché libre-service. Il disait même à Lingala, à côté accueilli. Il n'y a même pas de garde. Et il faut qu'on travaille à ça. Et c'est à notre portée, comme disait Kibambi Chitwa. Les grands rôles, il revient à nous qui avons eu la chance de faire des fils que l'école primaire. Le peuple congolais est à la recherche du modèle. Modèle de travail, modèle de bonne gestion, modèle d'état de droit, des gens qui respectent le droit, modèle des gens qui ont de la morale, qui ne font pas la politique en nous disant votre politique, la politique c'est pas la morale. Non, politique sans morale, c'est la destruction de la société. Je crois que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, c'est la bonne caméra. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission est terminée. J'espère que ce ne sera pas la dernière et qu'on donnera la parole à ceux qui la voudront. Enfin, ça ne dépend pas de moi, mais nous, on voudrait bien que les autres puissent aussi demander et que l'autorisation leur soit accordée de s'exprimer. Cette émission est terminée. Merci, Monsieur Lutundula, et merci, chers collègues. Je remercie particulièrement, c'est tout simplement, comment on dit ça encore, vous-même, Oscar, parce que vous êtes de la maison et que vous êtes directeur de l'information. Je remercie aussi le ministre de la Communication, parce que c'est lui qui a accepté que nous puissions vous parler ce soir. Bonsoir, bonjour, et à la prochaine.